Merci d'écouter RFM, il est midi, voici le grand journal. Babacar Fall. À la une, la garde à vue se poursuit pour le colonel Abdourahim Kébé, l'ancien porte-parole de l'armée sénégalaise devenu militant du parti politique Réumi, Idrissa Seck, auditionné encore ce matin par les gendarmes de la section de recherche de Colobane. Il lui est reproché d'appeler la population à la révolte après la publication provisoire des résultats de la présidentielle du 24 février. Karim Wade, débouté par la Cour de justice de la CEDEAO, l'ancien ministre avait déposé une requête contre le rejet de son inscription sur les listes électorales, ce qui l'avait empêché, entre autres, de se présenter à la présidentielle. Réactions à suivre des avocats de l'État et de la défense. La dernière sortie d'Aïssata Tall Sall fait réagir la classe politique. La députée maire de Podor et leader du mouvement Oser l'avenir propose une dissolution de l'Assemblée nationale dès cette année pour coupler les législatives avec les élections locales de décembre prochain. Le grand journal sur RFM à suivre le journal international avec Sorna Natambaye. En Mauritanie, le choix de Mohamed Ould Abdelaziz confirmé. Le candidat de l'Union pour la République a été investi pour la présidentielle de juin prochain. Ould Ghazouani, ancien général, va représenter le parti au pouvoir alors que l'opposition peine à trouver un candidat unique. Centrafrique, le nouveau gouvernement contesté quelques heures après sa formation. Des groupes armés qui voulaient des postes plus importants parlent de mascarade. Les autorités étaient tenues de former une équipe inclusive en se basant sur les accords de Khartoum signés le 6 février dernier. Et puis les sports, rendez-vous avec Malal Junior Diagne. Célébration de la journée internationale du tennis. La Fédération sénégalaise de la discipline veut rendre populaire ce sport à travers un programme lancé dans la banlieue du Sénégal. Nous entendrons dans ce 12 heures le président Issa Mboup, président de la Fédération sénégalaise de tennis football. Les deux prochaines sorties de l'équipe nationale du Sénégal auront lieu à Thiès au Stade Lat Dior. Raison pour lancer la grande mobilisation des membres du conseil départemental. Objectif, réserver un accueil chaleureux et triomphal à l'équipe nationale du Sénégal. Ces arrestations dans les rangs de l'opposition, principalement dans les rangs de Réumi, le parti d'Idrissa Seck, c'est le débat du jour dans la rubrique Point de vue tout à l'heure. C'est le grand journal, bienvenue, bonjour à tous. Mais d'abord, le procès ce matin au palais de justice de Dakar de jeunes de l'opposition et du rappeur et activiste Karim Gueye alias Karim Khouroum Khar. Il est poursuivi pour incitation présumée à la révolte et injure publique. Forte mobilisation de militants de l'opposition pour soutenir les prévenus. Un reportage de Mohamed Ali Mouba. Dans le grand hall du palais de justice, deux rangs se sont formés. Voilà presque 2 heures que Mariem attend son tour, qui ne vient toujours pas. La salle d'audience hyper remplie. Elle est venue soutenir des jeunes de l'opposition arrêtés. Nous faisons notre caravane. C'est en ce moment-là que Seydou Gueye et ses éléments viennent pour nous rejoindre en nous jetant des pierres et de nous pomper. Raison pour laquelle nous sommes révoltés. Gouyabi lui aussi est venu. Il fait le pied de grue depuis ce matin. Le Sénégal est en train de dévier de sa trajectoire démocratique selon lui. Gouyabi est un jeune de PASTEF. Il est venu apporter son soutien aux jeunes de Réumi arrêtés. Trop marre parce qu'au Sénégal, en 2012, il n'y avait pas ce système d'arnacation sur la population. Mais actuellement, on est en train de vivre un recul démocratique sous le régime de Macky Sall. Tout à côté, Karim Gueye, lui aussi attend son procès, arrêté pour incitation à la révolte et injure publique. Mami est venue soutenir au nom de la liberté d'expression. Je trouve que c'est injuste. C'est injuste qu'on attrape quelqu'un et qu'on le prive de ses libertés rien que parce qu'il s'est exprimé sur un fait d'actualité, sur des élections qui sont là. C'est un jeune activiste donc, qui n'avait ni couteau, ni arme, même pas une aiguille avec lui. Ils sont au total une dizaine de jeunes du parti Réumi à être dans les liens de la détention, poursuivis pour incitation à la révolte, trouble à l'ordre public, entre autres chefs d'inculpation. Pas de grosse pointure politique au tribunal ce matin. Un reportage de Mohamed Ali Mouba, et c'est l'un des
Titre de ce grand journal, l'arrestation hier chez lui à Saint-Louis du colonel Abdourahim Kébé, l'ancien patron de la DIRPA, la direction de l'information et des relations publiques de l'armée sénégalaise, devenu responsable au Réumi, le parti d'Idrissa Seck. Il est chargé de la commission défense de cette formation politique. Abdourahim Kébé, arrêté à Saint-Louis donc, acheminé à Dakar dans les locaux de la brigade de recherche, plutôt la section de recherche de la gendarmerie sénégalaise, section 6 à la caserne Samba Diéry Diallo de Colobane. Il est poursuivi pour un commentaire sur Facebook, commentaire assimilé à un appel à la révolte, appel lancé à la population suite aux résultats provisoires de l'élection présidentielle publiée par la Commission nationale de recensement des votes et qui donne Idrissa Seck perdant devant Macky Sall. Affaire à suivre. La garde à vue du colonel Kébé se poursuit. L'audition encore se poursuit ce matin. Et puis, réaction dans le camp d'Idrissa Seck, la coalition IDI 2019 qui considère la série d'arrestations de ses membres comme de l'intimidation. Les soutiens du candidat Seck n'entendent toutefois pas se laisser faire. Ils vont organiser la résistance pour faire face. Nafissatou Wade, leader du mouvement Dogoudjef, membre de IDI 2019, elle était l'invitée des RFM Matin aujourd'hui. C'est une traque parce que tout simplement nous avons remarqué que toutes les personnes arrêtées sont membres de IDI 2019. Même si lorsque nous faisions la manifestation avec les femmes, il y avait toutes les femmes de l'opposition réunies. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé au niveau ce jour-là, c'est inadmissible. C'est inadmissible tout simplement parce que des jeunes d'abord au niveau du rond-point de la RTS ont manifesté librement, ils ont été arrêtés. C'est arbitraire. Mais c'est de l'intimidation pure. C'est inadmissible, mais nous demandons la libération sans condition et immédiate de tous ces détenus qui sont des détenus politiques. Nous allons nous battre, pas nous battre dans la rue, pas nous battre avec les mains, nous allons nous battre démocratiquement, nous allons nous battre citoyennement et de façon très responsable. Nous allons demander, mais nous allons exiger que la démocratie soit rétablie. C'est tombé tout à l'heure le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO sur la requête de Karim Wade. L'ancien ministre avait saisi la juridiction sous-régionale sur le rejet de son inscription sur les listes électorales, ce qui l'a empêché, entre autres, de se présenter à l'élection présidentielle du 24 février dernier. La Cour de justice de la CEDEAO a rejeté le recours de Karim Wade. Réaction des avocats de l'État sénégalais. Maître Moussa Félix Sow en fait partie. Il est joint à Abuja, au Nigeria, où se trouve le siège de la Cour. Il est joint par Elhadji Diogou-Diène. La Cour a estimé que d'abord les textes du code électoral sénégalais ne sont pas contraires à la Constitution. Elle considère aussi qu'elle n'a pas pu constater en quoi l'État du Sénégal a empêché Karim Meïssa Wade de recourir devant l'ambassadeur du Sénégal au Koweït après que les juridictions sénégalaises se soient déclarées incompétentes. Elle a également constaté que les cas d'inéligibilité ne concernent pas seulement Karim Wade et que ces dispositions ont été élaborées pour tout Sénégalais qui se trouve dans ces conditions. Fort de tout cela, la Cour a estimé que les demandes de Karim Meïssa Wade sont mal fondées et l'ont purement et simplement débouté. Le droit a été appliqué, tout simplement. Je pense que c'est une excellente décision qui permet de clarifier les choses. Bon, aucun droit de l'homme de Karim Wade n'a été violé. C'est ce que vient de dire la Cour. Réaction maintenant dont des avocats de Karim Wade. Maître Demba Ciré Bathily, pour lui, cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO est caduque parce que la présidentielle, bien, c'est derrière nous. Il faut savoir deux choses. Cette procédure n'avait plus aucun objet dans la mesure où elle était liée à l'organisation de l'élection qui s'est passée dans les conditions que vous savez. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que cette procédure, il sera toujours pendante puisque la question n'est pas définitivement réglée. Je crois que ce qui est important, c'est de dire à l'État du Sénégal qu'est-ce qu'il entend pour s'acquitter de la décision du groupe de travail sur la détention arbitraire du Karim Wade qui demande qu'il le répare, sur la décision du comité de droits de l'homme qui a demandé que la déclaration de culpabilité soit revue. Maintenant, la procédure de la CEDEAO, pour nous, elle ne représente plus aucun intérêt puisque l'élection déjà passée en tout état de cause. Il y a d'autres procédures qui sont pendantes et dans un futur très proche, vous saurez parfaitement que M. Karim Wade n'a jamais perdu de procédure devant l'État du Sénégal car ses droits sont fondés, légitimes et bien articulés en
Maître Dembassiré Bathily. Faut-il dissoudre l'Assemblée nationale cette année et coupler les élections locales de décembre prochain avec les législatives? Oui, selon Aïssata Tall Sall, la députée maire de Podor, qui a déclaré hier dans l'émission Le Grand Jury d'RFM. Au lendemain de cette déclaration, quels sont les commentaires dans la majorité et dans l'opposition sur le sujet? Réponse dans ce dossier proposé par Georges Détié-Diop. Une fin de non-recevoir. La proposition d'Aïssata Tall Sall ne trouve nullement l'assentiment de Babacar Gaye du Parti démocratique sénégalais. Pour lui, les arguments avancés ne tiennent pas. Il a une très forte majorité à l'Assemblée nationale. Pourquoi devrait-il dissoudre cette Assemblée nationale pour se constituer une autre majorité hypothétique? Qui plus est, une dissolution s'accepte en général quand elle sert à résoudre des crises. Nous ne sommes pas dans ce cas et on ne peut pas présager de ce que sera la situation politique du pays après une élection des députés et des élus locaux simplement parce qu'il n'y a pas d'élection. Je voudrais que vous reteniez qu'après 2019, la succession du président Macky Sall va se poser déjà. Sous ce rapport, le pays sera forcément en ébullition pendant les 3 dernières années qui précèdent 2024. Donc, pour moi, je ne pense pas qu'il soit utile de verser encore dans une situation difficile alors que nous venons de sortir d'une mascarade électorale. Le Sénégal attend à ce que la classe politique se retrouve autour d'un code consensuel. Or, vous le savez, entre le mois de juillet qu'il faut dissoudre et le mois de décembre pour organiser des élections couplées, il y a beaucoup de choses à faire, surtout avec la nouvelle loi sur les parrainages. À l'APR, la question n'est pas encore évoquée, mais pour le député Abdoumbo, porte-parole adjoint du parti, l'idée n'est pas mauvaise. Parce qu'au Sénégal, on doit quand même travailler à avoir du temps pour le travail et du temps pour la campagne électorale. Donc moi je pense que c'est intéressant d'ouvrir la discussion à toutes les composantes de la nation pour enfin voir quelle est la meilleure décision à prendre. La meilleure décision, aux yeux de Waldio Diondiaye de la société civile, c'est de suivre la patronne de Oser l'avenir dans sa proposition. Proposition qu'il avait d'ailleurs faite. Avec le format actuel, avec là, si nous réfléchissons bien en termes de considération, normalement en 2022, nous serons encore dans des élections législatives. Ça peut encore, à chaque 2 ans, nous ramener tout le temps dans des considérations électorales et du coup, ça peut impacter négativement sur l'économie du pays. Et moi, je pense que pour une grande cohérence institutionnelle, mis à part toutes les considérations politiques, parce que je n'en suis pas un, franchement, pour une cohérence institutionnelle, je pense que c'est une bonne idée. Le débat est donc posé, mais une dissolution de l'Assemblée nationale ne peut pas intervenir avant juillet. Dossier de Georges Détié-Diop, RFM, le grand journal, midi et 13 minutes. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. 24 heures après l'effondrement de la partie ouest maritime de l'école Cheikh Touré à Saint-Louis, le décor est constitué de tonnes de gravats et de ferraille. L'urgence est de sécuriser pour éviter que les lieux soient accessibles aux enfants et aux squatteurs. Notre correspondant à Saint-Louis, Mohamed Nabissila, s'est rendu sur place ce matin. L'école Cheikh Touré de Guet Ndar, fermée pour cause d'insécurité, porte encore les stigmates de l'affaissement de sa partie ouest maritime. Pour preuve, des tonnes de gravats et de ferraille sont encore sur les lieux à sécuriser. Les dégâts sont là, elle a fait son boulot. La mère a fait son boulot. Donc on a eu à descendre, faire des descentes nocturnes ici, voir des gamins qui sont donnés à des actes ignobles. Donc on a eu à les déloger. Donc c'est une ouverture aussi à la débauche, ne serait-ce que pour l'instant. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord essayer de sécuriser le reste, ce qui reste quand même de cette école Cheikh Touré. Les jeunes à la recherche de ferraille, tout comme les squatteurs, sont avertis. Selon Marigui Diallo, un des responsables de la communauté. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a des gamins qui viennent ici, parfois nuitamment, et puis venir chercher quand même de la ferraille. Mais ça, il y a danger. Donc il faudrait au moins penser à trouver quelqu'un, un vigile quand même pour chasser les gens. Le danger est là, constant. Même nous qui sommes ici en train quand même de faire ce repas, nous ne sommes pas en sécurité. Donc ça peut s'écouler à tout moment. Donc pour éviter quand même toute perte en vie humaine, il faudrait penser à sécuriser ça. Il y a urgence à sécuriser ces lieux pour interdire toute fréquentation préjudiciable à leurs auteurs.
RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Les enseignants vacataires de ITECOM, Institut technique de commerce, très remontés contre les responsables de l'école. Ils courent derrière des arriérés de salaire estimés à plus de 50 millions de francs CFA, selon leurs propres termes. Une procédure judiciaire est d'ailleurs envisagée. Ndiaga Nias, le coordinateur des enseignants vacataires d'ITECOM. Nous sommes des enseignants, nous avons dispensé des cours, nous avons transmis un savoir clair et précis à des étudiants, mais malheureusement l'établissement ITECOM n'est pas reconnaissant à l'égard de ces enseignants. Il y a de cela 3 ans que nous courons derrière nos vacations. À chaque fois qu'ils nous appellent, c'est pour nous dire qu'il n'y a absolument rien dans les caisses. Ce qui est faux, c'est tout simplement l'aberration. L'État sénégalais a versé de l'argent aux universités privées pour qu'elles paient les enseignants, mais malheureusement, encore une fois, ce qui se passe à ITECOM, c'est tout simplement des banditismes financiers. Et pèse bien, mais c'est des banditismes financiers qui est orchestré par le directeur général de l'ITECOM, en l'occurrence M. Mamourini et ses collaborateurs. Ils refusent de bouger d'un iota, ils refusent de payer les enseignants. Nous avons démarré une procédure judiciaire et nous comptons vraiment passer à l'étape supérieure. Si une fois l'État sénégalais ne prend pas ses responsabilités, au minimum c'est un montant qui tourne autour de 50 millions de francs CFA, voire même plus. La réaction des responsables de l'établissement prochainement dans nos éditions d'information à venir. RFM. L'actualité internationale. Le journal international présenté par Sorna Natambay. Bonjour Sorna. Bonjour Babacar. La Mauritanie, le parti au pouvoir, a confirmé ce week-end le choix de Mohamed Ould Abdelaziz pour la présidentielle. L'Union pour la République a investi l'ancien général Ould Ghazouani lors du congrès. Le président sortant ne peut pas se représenter, mais va continuer à faire de la politique. Du côté de l'opposition, la candidature unique voulue tarde à se concrétiser. Nafissa Toussila. Le parti présidentiel choisit Ould Ghazouani comme candidat pour la présidentielle de juin. Le dauphin de l'actuel président Mohamed Ould Abdelaziz et ancien général a été plébiscité par le parti majoritaire réuni en congrès ce samedi. Le président Aziz est interdit de 3e mandat par la Constitution, mais il n'entend pas mettre fin à la politique et pourrait reprendre la direction de son parti, l'Union pour la République, après la présidentielle et dont la date précise n'est toujours pas fixée. Le ministre de la Défense, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed dit Ould Ghazouani fera ainsi face à une opposition dite radicale et principalement aux députés et militants anti-esclavagistes Biram Ould Daabeid. Ce dernier a affiché sa volonté de présenter sa candidature. Seulement, les pourparlers sont en cours au sein du reste de l'opposition pour dégager une candidature unique. Et pour un des dirigeants de la plateforme de l'opposition, Moussa Fall, ce ne sera pas facile et à l'impossible. Chacun fera cavalier seul. Après la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, les syndicats de l'enseignement qui lâchent du lest après un mois et demi de bras de fer avec le gouvernement. Ils ont décidé de reprendre les cours ce lundi. Le mot d'ordre de grève est suspendu pour 1 mois. Il a fallu l'intervention du Premier ministre pour sortir de l'impasse. Le ministère de l'Éducation nationale refusait de dialoguer avec les grévistes. L'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire se dit convaincu par les nouvelles conditions du dialogue. Les négociations seront élargies à d'autres ministères, celui de la fonction publique, celui de l'économie et des finances et enfin le ministère du budget. Il faut souligner tout de même qu'aucune des revendications de l'intersyndicale n'a été satisfaite. Ce sont notamment la revalorisation des primes et indemnités et les cours du mercredi. Le Tchad qui décide de fermer sa frontière avec la Libye pour des raisons de sécurité. Une décision jusqu'à nouvel ordre selon le ministre tchadien de la Sécurité. Il était dans une localité située dans le nord-ouest du pays où des rebelles ont fait une intrusion il y a 1 mois. La zone, un vaste site aurifère, attire de nombreux étrangers. Des terroristes et des rebelles y sont devenus nombreux. Il y a quelques semaines, des frappes de l'armée française ont permis de stopper la progression des rebelles venus de la Libye. La Centrafrique, le nouveau gouvernement qui ne fait pas l'unanimité. Et malgré cela, malgré donc les efforts pour appliquer les accords de paix de Khartoum, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique ne le voit pas de cet œil. Ce groupe armé accuse les autorités de minimiser le rôle des ex-mouvements rebelles. Les détails avec Jean-Paul Ndour. Dans un communiqué, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique a précisé qu'il ne participera pas à ce gouvernement de mascarade.
Son président, Nourdine Adam, dénonce la création d'un ancien nouveau gouvernement. Dans le gouvernement précédent, le FRPC gérait le ministère du Développement, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques ainsi que celui des Eaux et Forêts. Le parti réclamait 8 ministres dans le poste de Premier ministre, mais il n'y a pas eu d'accord avec la majorité. Il a donc fallu une semaine au nouveau Premier ministre Firmin Grebada pour mettre sur pied son équipe. Elle compte 37 ministres dont une vingtaine inchangés: économie, finances, défense, justice, mines, action humanitaire, affaires étrangères, santé, entre autres. Le noyau dur sortant est reconduit. Le principal changement se trouve du côté des groupes armés. De 6 dans le gouvernement précédent, ils sont maintenant une dizaine. 6 des 14 groupes signataires de l'accord de paix conclu à Khartoum début février sont représentés. 2 ministres anti-Balaka ont aussi intégré le gouvernement. Autre entrée, certains proches des anciens présidents Yotodia et Bozizé, quelques partis d'opposition ont également obtenu un portefeuille. Jean-Paul Ndouré, c'est la fin de cette page internationale, Babacar. Merci beaucoup, Sorna Natambaye. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le débat du jour porte sur les nombreuses arrestations dans les rangs du parti Réumi, parti d'opposition, qui avait comme candidat Idrissa Seck à la dernière élection présidentielle. Arrestations intervenues après la publication provisoire des résultats de la présidentielle du 24 février. Midi 21, les sports. RFM Sport. Une présentation de Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Babacar. Et du football d'abord. Pour démarrer avec la Coupe du Sénégal de cette discipline, la Fédération sénégalaise qui vient d'annoncer le tirage au sort des 16e et 8e de finale de l'édition de cette année. Ce sera pour mercredi prochain à son siège, tirage prévu à 10h à Ouest Foire. Le football, c'est également la préparation des 2 prochaines sorties de l'équipe nationale du Sénégal, sortie prévue à Thiès au stade La Dior, d'où la mobilisation du conseil départemental de la ville. L'on veut réserver un accueil chaleureux à l'équipe nationale du Sénégal, occasion saisie également par l'un des vice-présidents du conseil départemental pour demander à l'État d'investir plus dans le développement des infrastructures à Thiès. Yankoba Diatara au micro de Yogou Dien. C'est à bras ouverts que nous allons accueillir l'équipe nationale, nous allons nous mobiliser donc pour naturellement permettre aux Sénégalais qui viendront d'ailleurs, mais également à l'équipe nationale de jouer dans d'excellentes conditions. Donc nous allons mobiliser les Thiessois pour qu'ils soient au rendez-vous, mais également travailler à ce que le stade Lat Dior puisse bénéficier au sport thiessois, parce que qui a été malheureusement privé pendant longtemps d'infrastructures sportives de qualité, mais également travailler à ce que les clubs de Thiès aussi puissent retrouver leur lustre d'antan en être au niveau supérieur, au niveau professionnel. Yankoba Diatara, vice-président du conseil départemental de Thiès, toute une ville qui prépare à accueillir 2 matchs de l'équipe A de football du Sénégal. Malal, après le foot, on parle tennis. Avec la célébration de la journée internationale du tennis, c'est la 6e édition. Pour marquer cela, la fédération va lancer une académie à Dakar pour détecter et former de jeunes joueurs en collaboration avec Roland Garros. Plus de détails sur ce projet avec le président de la fédération, Issa Mboup. C'est pour promouvoir un peu le sport auprès des plus jeunes. Ils ont mis l'accent pour que les plus jeunes pratiquent ce sport. On a souvent tendance à catégoriser cette discipline comme quelque chose de très élitiste et c'est bon de mettre les plus jeunes pour qu'ils connaissent mieux le sport. Ceci dit, les moins jeunes ne sont pas exclus car notre cible, nous, c'est de 4 à 80 ans. Donc je pense que tout le monde est dans ça. Nous en profitons pour peaufiner des projets qui nous tiennent à cœur, dont le plus important aujourd'hui est le projet Roland Garros. Roland Garros voudrait venir installer une académie au Sénégal avec pas moins d'une douzaine de cours en terre battue et nous voudrions tenir un forum le 5 juin à Paris pour essayer déjà de trouver des investisseurs qui seraient intéressés par le projet. Par le projet sur le terrain, qu'en est-il exactement de la vulgarisation de cette discipline? Suivons ce reportage de Assigaï. Le tennis, un sport de raquette qui oppose soit 2 joueurs, soit
4 joueurs qui forment 2 équipes de 2. Au Sénégal, la discipline n'a pas connu d'avancée, selon Abou Berté, ancien joueur et coach de tennis au club olympique. On va comparer aux années 60, aux 70 et les années 80-90 surtout, où on avait quand même beaucoup plus de développement au tennis, on avait plus de clubs, il y avait plus de joueurs, il y avait plus de résultats. Et depuis les années 90-2000, malheureusement, il faut reconnaître que le tennis, autant en nombre de pratiquants qu'en résultats, il est sur le déclin. Jadis, sport pour les nantis, le tennis est aujourd'hui accessible à tout le monde, nous révèle l'ancien champion. De nos jours, le matériel est moins cher, donc les entraîneurs peuvent faire des cours collectifs moins chers. Et il y a des clubs comme partout qui sont un peu plus chers que d'autres. Donc c'est une fausse idée que les clubs et la fédération doivent essayer de combattre. Sadia Berté partage l'avis de son frère. Championne à plusieurs reprises, selon elle, c'est plutôt le tennis de loisir qui prend le dessus sur le tennis de haut niveau. Le tennis au Sénégal, malheureusement, n'a pas si bien évolué que ça. Il y a eu moins de joueuses, parce que c'est quand même beaucoup de sacrifices, parce qu'il faut faire les études, il faut faire le tennis de haut niveau, il y a beaucoup de sacrifices et certains parents privilégient plutôt les études, donc pouvoir avoir un tennis de haut niveau. Donc c'est pour ça que maintenant c'est plutôt resté un tennis de loisir, on va dire. Ce 4 mars est célébrée la journée mondiale du tennis, un sport méconnu des Sénégalais qui, pourtant, permet d'améliorer la mobilité et l'agilité. J'irai vous inscrire, Babacar, pour les prochains cours la semaine prochaine. N'est-ce pas, Malal? On est très nostalgique des performances de la famille Berté, les frères Berté, dans les années 90. Un membre de cette famille est intervenu dans le reportage d'Assi Gaï. Merci, Malal. C'était les sports.